Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, on va parler du gold. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'once elle a dépassé les 4000 $. On va essayer de comprendre qui est-ce qui achète, quels sont les enjeux en fait de cette hausse, qu'est-ce que ça signifie, où est-ce que ça peut aller, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités pour nous. On va voir un peu tout ça, et en fait c'est un rabbit hole qui est intéressant. Et de toute façon on est un peu forcé de s'y intéresser parce que pour que une once elle dépasse les 4000 $, ça veut dire qu'il y a eu 15 000 milliards de dollars qui ont été investis sur l'or en l'espace de 4 ans, ce qui fait quand même pas mal de thunes. Donc il y a forcément des choses importantes qui se passent et c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Et on va essayer de tout sourcer à chaque fois. Je vous ai mis les sources de mes recherches. Donc vous pourrez tout vérifier par vous-même. Le premier truc sur lequel on va revenir, c'est les tensions qui se passent sur la dette américaine. J'ai fait pas mal de vidéos cet été pour parler du sujet de la dette et à quel point la situation était inquiétante. Simplement parce que un peu avant l'été, sur des enchères de la dette US, il y a eu des moments où on s'est retrouvé sans aucun acheteur, ce qui est quand même assez inquiétant alors que les taux d'intérêt sont les plus élevés depuis extrêmement longtemps. En fait, là, ça devient rentable de prêter aux USA, et au moment où ça devient vraiment rentable de le faire, que t'es mieux payé que l'inflation, etc., il y a personne qui se rue pour en acheter. Euh, Ce qui est troublant parce qu'en plus, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû faire le tour des médias, et ça n'a pas été le cas. Donc, a priori, les marchés sont de moins en moins intéressés pour filer du pognon aux USA en échange de rendement. Pourtant, les rendements, ils sont bons au moment de l'article que j'ai mis juste ici. On avait des taux à quelque chose comme 4,5%. Ce qui est beau, c'est bien de se faire payer 4,5% par la première puissance mondiale sans rien foutre, et c'est un chiffre qui est plus élevé que l'inflation, donc normalement c'est tout bénef. Pour autant, bah là il y a des articles qui le montrent, très peu de demandes pour la dette américaine. Et pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Parce qu'en fait, il y a une corrélation extrême entre le prix de l'or depuis 2007 et les taux d'intérêt à 10 ans de la dette US. Ici, je vous ai affiché le 10 ans US par rapport au gold, et j'ai inversé la courbe du 10 ans, ce qui fait que quand vous voyez une baisse sur cette courbe bleue, en réalité c'était une hausse de taux d'intérêt. Mais en l'inversant, je trouve qu'on remarque un peu mieux la corrélation. Donc en fait c'est assez logique, dès lors qu'on augmente les taux, parce que là on voit une baisse sur la courbe, mais c'est-à-dire que les taux ont augmenté, et ben le cours de l'or s'effondre, puisque en fait on est mieux payé à détenir du dollar que à détenir de l'or. Et inversement, dès lors que les taux remontent, et ben dès lors que les taux baissent, là le cours de l'or a tendance à augmenter. Et là en fait, on sort de cette logique depuis 2022. Les taux d'intérêt ont fortement augmenté, donc en fait, les États-Unis s'endettent assez cher, et pour autant, c'est le gold qui augmente. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture de pattern à ce moment-là? En fait, ça montre tout simplement que les gens n'ont absolument plus confiance en la dette américaine. Depuis que les taux ont augmenté, les marchés se sont dit ouais bah je pense pas que tu vas pouvoir me rembourser, encore moins avec des taux d'intérêt. En fait, je vais pas te filer de pognon, et mon pognon, je vais le foutre plutôt ailleurs. Donc en fait, on voit qu'il y a une corrélation très nette entre les taux d'intérêt, les cours du gold. Plus de confiance dans la dette américaine, faut mettre son argent ailleurs. A priori, un des actifs qui en bénéficie, c'est le gold. Donc, a priori, les marchés auraient pricé un futur défaut de paiement américain, ce qui est gravissime. Si les États-Unis font faillite, on peut s'attendre à ce que le dollar implose également, et avec lui, le système monétaire tout simplement. D'ailleurs, je vous ai gardé de côté aussi le DXY, donc c'est le dollar comparé à un panier de devises, et c'est la courbe qui fait foi pour voir la force du dollar. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que depuis 2022, depuis cette hausse des taux, en fait, le dollar ne s'est pas effondré. Pas du tout. Comparé aux autres monnaies, tout se passe bien, le dollar est encore sur les mêmes cours au moment où les taux ont commencé à augmenter. Ce qui est très peu logique, puisque si on commence à parier sur une faillite des USA, normalement, on devrait avoir une faillite du dollar, une baisse de confiance dans le dollar, etc. Et ça n'a pas eu lieu. Le dollar n'a pas bougé. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les gens n'ont pas plus confiance dans les autres monnaies que le dollar. Si la faillite est pricée, que l'effondrement du dollar est pricé, mais que le dollar s'effondre pas par rapport aux autres monnaies, c'est qu'en fait, il y a une perte de confiance générale par rapport à toutes les monnaies. Et par quoi est-ce que ça peut se montrer, ça?
Ça peut se montrer par une chose très simple, c'est que, bon, on a vu l'or qui a explosé à la hausse. Maintenant, il a franchi les 27 000 milliards de market cap, ce qui est beaucoup d'argent, donc 27 000 milliards qui sont investis dans l'or. Mais en fait, on voit la même chose sur sur la bourse. Nvidia qui a franchi les 5 000 milliards de market cap, Apple qui a 4 000 milliards, Microsoft a 4 000 milliards, Google a 3 400 milliards, Amazon 2 600 milliards. Enfin, on comprend bien que là, c'est pas simplement une bulle autour de l'IA, puisqu'en fait, toutes les entreprises commencent à être extrêmement valorisées, l'or est extrêmement valorisé, le Bitcoin, il est valorisé non, là, le total market cap 2, je crois que c'est toutes les cryptos. Donc ouais, toutes les cryptos, on a 3600 milliards de market cap. En fait, les monnaies s'effondrent en comparaison avec absolument tous les actifs. Donc, on revient à nos graphes. A priori, on price le fait que les USA pourront pas rembourser leurs dettes, on price une faillite des USA, on price une chute du dollar, le dollar s'effondre pas, tout reste au même niveau, et toutes les monnaies dans leur ensemble s'effondrent face à tous les actifs. C'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est assez inquiétant. Mais après, on va revenir sur le gold un peu plus précisément. Et on va voir un peu pourquoi est-ce que les enjeux du gold sont plus importants que les enjeux des autres actifs. Avant ça, je vous ai pris aussi la courbe de la dette américaine. Pourquoi est-ce que je vous ai pris cette courbe? Parce que c'est intéressant de noter une chose, c'est que cette courbe, elle est pas linéaire, elle est exponentielle. L'exponentielle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on augmente de plus en plus vite avec le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, la dette américaine, elle doublait tous les 30 ans. Aujourd'hui, la dette américaine, elle double tous les 10 ans. Tous les 10 ans qui passent, la dette, elle double. Mais on peut s'attendre aussi à ce que du coup, tendanciellement, ce temps qu'il faut pour doubler la dette, il se réduise de plus en plus. Et ça veut dire qu'on accélère très vite vers une faillite. En fait, au plus le temps passe, au plus ça devient beaucoup plus probable qu'on entre en faillite aux USA. Donc ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant pour les marchés. C'est quoi la réponse qu'il peut y avoir face à ça, puisque une catastrophe monétaire, euh, bah ça met quand même l'économie mondiale dans l'embarras. Donc il faut bien qu'il y ait une solution qui soit apportée. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de regarder du côté des BRICS, et c'est là où il y a un lien évidemment avec l'or. C'est qu'au sommet des BRICS en 2024, on a vu on a vu Poutine, on a vu Xi Jinping et toute la clique qui nous ont montré le premier billet de monnaie des BRICS. Alors c'est évidemment un prototype, ils n'ont pas annoncé que la monnaie était présente, mais on a vu à la fois un billet de banque, on a eu une démonstration technique du fait qu'on pouvait payer en monnaie des BRICS. Donc a priori ils ont une technologie qui est fonctionnelle, ils ont imprimé des petites cartes avec un QR code, et quand on le scanne, on est prélevé dans une monnaie qui serait universelle à tous les BRICS. Pour le moment, ils l'ont baptisé l'unité, mais ça changera probablement par la suite. Mais a priori, ils ont une devise qui est fonctionnelle, qui réunirait Brésil, Russie, Inde, South Africa, Chine, l'Argentine qui a rejoint les BRICS, l'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS, alors que actuellement, je vais pas développer ça, mais c'est tout de même l'Arabie Saoudite qui donne confiance dans le dollar, mais c'est un autre sujet. Donc là, on retrouve quand même des acteurs majeurs mondiaux qui planchent sur une monnaie. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? Je vous ai sorti les sources du Jerusalem Post. Alors là, je peux vous dire que c'est très très fiable, et au-dessus, c'est le soleil. Mais cette monnaie de BRICS, a priori, elle serait backée à 40% par du gold et à 60% par les réserves de change des monnaies des pays membres. Donc, on aurait un retour d'une monnaie backée par le gold, et je pense que cette hausse faramineuse du gold, elle a non seulement à voir avec le manque de confiance des monnaies, mais probablement aussi avec l'anticipation d'une monnaie qui reviendrait et qui serait backée par le gold. En quoi est-ce que c'est un rabbit hole qui est intéressant? C'est qu'en fait, pour pouvoir backer une monnaie sur le gold, bah, il faut avoir des quantités quand même assez élevées d'or, notamment si c'est quand même 40% de la monnaie qui est censée être adossée à l'or. Et donc, on peut regarder un petit peu du côté de la Russie. Il y a des informations qui sont intéressantes, comme le fait que la Russie, elle extrait 340 tonnes d'or par an. Pourquoi est-ce que c'est une information qui est intéressante? Parce que j'avais déjà entendu dire que probablement que la Russie, la Chine, etc. auraient plus d'or que ce qu'ils laissent prétendre. Mais je l'avais entendu comme quelque chose d'un peu complotiste,
pas backé par de la data, pas sourcée, pas fiable. Et en fait, c'est presque officiel au sens où on a toute la data qui montre que effectivement la Russie et la Chine ont beaucoup plus d'or que ce qu'ils prétendent. Ce qui va être spéculatif, c'est la quantité qu'ils auront en trop. Donc là, 340 tonnes d'extraction par an en Russie. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les réserves de gold de la Russie, donc là, les réserves officielles, en fait, elles bougent plus depuis 2020. Depuis 2020, on n'a pas de mise à jour officielle de ce qui se passe. Enfin, on a des mises à jour, mais elles nous disent qu'il n'y a pas plus d'or qu'auparavant. Ce qui est de toute évidence un mensonge, puisque s'ils extraient de l'or en masse dans leur pays, et c'est un des pays qui en produit le plus, il y a bien un moment, normalement, ça doit se refléter quelque part. Et en fait, ces 300 tonnes par an d'extraction, on les retrouve nulle part. On les retrouve dans aucun bilan. Donc, il y a de l'or en Russie. Où est-ce qu'il est? On sait pas. Là où c'est encore plus perturbant, c'est si on regarde du côté de la Chine, puisque la Chine, c'est le plus gros producteur d'or au monde. On l'a vu 11 années de suite, c'est eux qui sortaient le plus d'or de leur sol tous les ans. 426 tonnes en 2017, ce qui fait pas mal d'or. Et eux, exactement la même chose. En fait, on a des longues périodes où on voit les stocks d'or de la Banque centrale qui bougent pas. Et en plus, ils sont pas censés avoir beaucoup d'or, ils sont censés avoir que 2200 tonnes, ce qui est moins que la France, je crois. Donc, c'est ridicule que le premier producteur d'or ait moins d'or que la France. Également, ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est qu'en fait, on voit que là, pendant 6 ans, pas de changement sur les stocks d'or. Et en 2015, soudainement, ils me disent ouais, en fait, on a 60% de plus d'or que l'année d'avant. Et du jour au lendemain, en fait, on voit que ça existe des moments où la Chine se pointe et dit non, mes réserves d'or sont beaucoup plus élevées que ce que je disais. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que j'ai fouillé absolument partout. Et il n'y a aucun discours qui dirait d'où provient cet or de la Banque centrale chinoise. Ils disent pas si ça vient de leur propre mine, ils disent pas s'ils l'ont acheté à d'autres pays, ils disent pas s'ils l'ont acheté à des banques commerciales ou à des fonds d'investissement qui auraient de l'or. En fait, on ne sait pas officiellement d'où vient l'or de la Banque centrale chinoise. En revanche, on voit que c'est complètement opaque, que les stocks bougent pas pendant un moment, puis ils peuvent augmenter massivement d'un seul coup. Et donc là, on voit des légères augmentations, parce qu'en soit 600 tonnes de plus du jour au lendemain. Ouais, ok, c'est pas mal, mais enfin, on vient de 6 années où il n'y a pas de mouvement du tout, et pourtant, c'est 6 années où ils sortent 400 tonnes par an. Donc en fait, on peut même s'imaginer que les 600 tonnes en question, ça soit pas tout l'or qu'ils possèdent. Donc, en fait, c'est pas complotiste ou pas sourcé ou quoi. Non, la Chine et la Russie, on est certain qu'ils aient beaucoup plus d'or que ce qu'ils prétendent. On sait juste pas exactement dans quelle proportion. Je vous ai pas affiché de source pour ça, parce que justement, c'est à ce niveau-là que c'est un petit peu spéculatif. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que quand on ajoute la production de la Chine et ses importations d'or, donc l'or qui est rentré dans le territoire chinois, il y a 20 000 tonnes d'or qui sont entrées sur les 20 dernières années. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que la Chine, elle interdit d'exporter de l'or. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'il y a de l'or qui est rentré, non seulement on sait qu'il y a de l'or qui a été extrait, mais on sait aussi que c'est impossible de sortir cet or-là de Chine. C'est pas possible en fait, c'est interdit par la loi. Ou alors c'est extrêmement compliqué et sous de grandes conditions. Je vous ai mis un article juste ici qui en parle assez bien. Donc, en fait, ce qui est spéculatif, c'est même pas est-ce que la Chine possède 20 000 tonnes d'or, c'est est-ce que c'est la banque centrale chinoise qui les possède, ou est-ce que c'est réparti entre des banques commerciales, tu vois, on sait pas quelles sont les institutions qui possèdent cet or en Chine, mais on sait que cet or-là se trouve bien en Chine, quoi. Donc, a priori, on arrive vers une monnaie à nouveau baquée sur l'or, en réponse à la baisse de confiance globale de toutes les monnaies. Et la Russie et la Chine ont beaucoup plus d'or que ce qu'ils prétendent. C'est quand même assez intéressant. Maintenant, il y a la question de quand est-ce que cette monnaie-là est censée voir le jour. Puisque toujours en 2024, au sommet des BRICS, donc il y a un an, on a Xi Jinping qui nous a dit que c'était urgent de réformer le système financier mondial et que les BRICS avaient un grand rôle à jouer là-dedans, etc. Donc le même sommet où ils nous ont parlé de la monnaie des BRICS, de BRICS Pay, etc. et de l'unité. On nous dit que c'est urgent que cette monnaie elle voit le jour et qu'on réforme le système financier mondial. Bah ouais, mais bon, on est toujours un an plus tard et en fait cette monnaie elle a pas vu le jour.
On a vu les prototypes, on a vu qu'elle devait être backée sur l'or, on a vu pas mal de choses, c'est très bien. On a une démonstration, a priori elle est fonctionnelle, mais il y a toujours rien qui sort. Comment ça se fait? Ben là, j'ai ma petite théorie personnelle, c'est que quand on regarde le yuan, il se pète la gueule depuis un peu toujours. Donc là, on a le yuan face au dollar. Les Chinois, ils ont aucun mal à flinguer leur monnaie. Je l'ai illustré aussi par une autre stat que je trouve intéressante. C'est de comparer la M2, donc la masse de monnaie en circulation par rapport au PIB. Vous voyez que si on le fait pour le dollar par rapport au PIB américain, on obtient 97%, 99 même. Donc il y a autant de monnaie que de PIB, ce qui est un équilibre somme toute assez correct. En revanche, si on regarde pour la Chine, vous avez une M2 sur PIB de 227%. Donc a priori, les Chinois sont très à l'aise avec le fait de flinguer leur monnaie, ce qui donne pas beaucoup confiance en eux. Et d'ailleurs, s'ils venaient à créer une monnaie backée sur l'or, a priori, ça restaurerait beaucoup de confiance, le yuan exploserait à la hausse, etc. Tout ça, on comprend. C'est des paris et des analyses qu'ont fait Charles Gave et Grand Angle depuis longtemps. Et du coup, ils ont même dit que c'était intéressant d'acheter du yuan. Bah, le problème, c'est qu'il faut pouvoir timer ça. Parce que, ok, l'analyse est peut-être très bonne et je la partage, mais le fait est que le yuan, ça se pète la gueule et que si t'as acheté du yuan, bah t'as perdu d'argent. Donc c'est pas forcément intéressant. Et il faut pouvoir timer ça. Pour pouvoir le timer, je pense qu'il faut essayer de comprendre la politique monétaire, euh, la politique aussi géopolitique et la politique économique interne de la Chine pour pouvoir timer ça. Pour moi, il y a deux stats qui résument tout, donc ça sera assez simple et on va pas avoir besoin de tergiverser pendant 50 ans. Les deux stats qui sont pertinentes, la première, c'est les 1000 milliards d'excédents commerciaux de la Chine. En fait, la Chine exporte comme pas possible, c'est l'usine du monde. Euh, enfin, voilà, 1000 milliards, c'est absolument colossal, quoi. Je cherchais des termes pour le signifier, mais je pense que ça parle de lui-même. Et pour faire 1000 milliards d'excédents commerciaux, bah t'as besoin de dévaluer ta monnaie. Au plus tu dévalues, au plus tu exportes facilement. Donc, vu que la Chine a une politique d'exportation, la Chine a besoin de dévaluer son yuan, donc elle a besoin que son yuan perde en valeur. Ce qui est antinomique avec le fait de créer une nouvelle monnaie, qui elle sera stable, qui sera une monnaie dans laquelle les gens peuvent avoir confiance, etc. Mais je vais éclaircir ça juste après. Et la deuxième stat, qui pour moi explique leur politique monétaire, c'est le fait que 90% des Chinois, ils sont propriétaires de leur lieu d'habitation, donc maison ou appartement. Et là où ça explique aussi du coup leur politique monétaire, qui s'imbrique du coup avec leur politique d'exportation, etc. C'est que les Chinois, ils ont acheté évidemment leur bien immobilier, mais ils l'ont acheté à crédit, et ils ont pris des crédits vachement élevés en comparaison avec leur rémunération, leur salaire. Et en plus de ça, ils l'ont pris sur le longtemps. Ils ont pris des crédits sur 25-30 ans, et 60% des crédits immo des Chinois, ils ont été pris sur la période 2015-2020, donc la grande majorité d'entre eux, parce que le gouvernement les a poussés à ça le plus possible. Donc on voit qu'il y a une politique qui est cohérente en fait du gouvernement, puisque il veut à la fois endetter son peuple, en même temps exporter, et donc pour faire ça, il a besoin de flinguer sa monnaie, puisque si on dévalue le yuan, eh ben on augmente aussi les salaires en proportion de monnaie. Par contre, le remboursement de ton bien immobilier il reste le même, donc ça devient de plus en plus simple de rembourser ton bien immobilier. Donc la Chine, elle est prise dans ce paradoxe où elle voit qu'il y a de moins en moins de confiance dans les monnaies au travers du monde. Elle a envie d'incarner avec les BRICS une monnaie qui serait de confiance, qui serait stable et que tu peux pas dévaluer facilement. Pour autant, économiquement, elle a besoin de dévaluer sa monnaie. Donc ça laisse quelques scénarios, ça en laisse pas beaucoup, mais déjà là, ça laisse comprendre que en fait, contrairement à ce qu'elle nous dit au BRICS, elle a pas d'urgence à créer une nouvelle monnaie. En fait, elle, au plus elle gagne du temps à dévaluer le yuan, au plus elle s'en sort bien. Idéalement, la Chine, elle aurait intérêt à ce que les USA y tiennent le coup pendant encore 20 ans, le temps que les Chinois ils puissent rembourser leurs crédits IMO, et qu'en plus de ça, ils aient encore plus d'exportation, que ça leur permette de racheter des entreprises européennes, etc., des ports, des aéroports comme ils le font. Et dans 20 ans, nous sortir leur fameuse monnaie. En fait, elle a pas du tout d'intérêt à le faire maintenant. Ça, c'est le premier truc. Ça peut être nuancé par une chose, c'est que on imagine que du coup, si elle sortait sa monnaie des BRICS, c'est le moment où également elle annoncerait avoir beaucoup plus de stocks d'or
que ce qu'elle prétend, pour pouvoir backer de la monnaie des BRICS. Et à ce moment-là, elle pourrait peut-être dévaluer en simplement disant, en disant tous les ans, ah bah au final, j'ai un peu plus d'or que prévu. En fait, ils les avaient depuis le début, mais ils l'avaient pas annoncé. Et donc ils peuvent émettre un peu plus de yuan. Ils peuvent peut-être dévaluer un petit peu comme ça, mais ça serait dumper la gueule des autres pays des BRICS. Donc ça paraît quand même un peu compliqué. Donc ouais, a priori, elle aurait besoin d'attendre. Elle est pas pressée en fait à sortir cette monnaie, la Chine. Néanmoins, vu qu'on a vu des prototypes fonctionnels et qu'on a vu le billet, etc., je pense que cette monnaie elle est prête et qu'ils attendent le bon moment pour la sortir. Et peut-être que le moment opportun, ça serait si les USA font faillite. Je pense que le plan de la Chine, c'est très exactement d'attendre 25 piges avant de sortir leur monnaie, mais d'être prêt à la sortir immédiatement s'il y a un défaut de paiement des USA. Et donc ouais, les marchés ont l'air d'anticiper tout ça. L'argent file vers le gold, ça file vers le bitcoin, ça file vers les marchés. Donc est-ce qu'il y a encore de l'argent à prendre sur le gold? Bah, a priori oui, parce que vous vous rappelez, j'ai mon plan, encore une fois, ça a été tracé en 2021. Je l'ai passé à mauvaise compte. C'était placé en 2021, ce plan en 5 vagues. Il faudrait que je le corrige maintenant en mettant un sommet de 3 là-haut et probablement un bas de 4 plus bas. Mais on est censé avoir une vague 5 qui sera supérieure à la vague 3. Donc normalement, on est toujours aussi d'un point de vue technique. D'un point de vue fondamental, si effectivement on nous annonçait que la Chine et la Russie avaient beaucoup plus d'or que ce qu'ils prétendent, et que d'ailleurs ces stocks-là sont évidemment supérieurs à ce que possèdent les États-Unis, on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose qui fait baisser le cours de l'or, mais en fait pas du tout. On a le réflexe de se dire, bah, il y a plus d'offres, donc l'offre et la demande sont déséquilibrées, et forcément ça fait baisser le prix. En fait non, parce que c'est de l'or qui est immobile, et donc les marchés le considèrent comme étant de l'or qui est pas qui est pas libre à la vente. Donc ça ferait exploser l'or à la hausse aussi, l'or à la hausse aussi. En fait, il y a un peu tous les signaux qui sont au vert sur le gold, malgré la baisse récente et malgré le fait qu'on pourrait avoir un bas de 4. Au très long terme, l'or est assez haussier. Néanmoins, la situation, elle est tellement chaotique, et elle est tellement opaque, et elle dépend tellement de décisions politiques, que c'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver. Là où, pour sûr, selon moi, il y aura une opportunité, mais du coup, à très long terme, bah, c'est que là, on a 90% des Chinois qui sont endettés pour leur appart. Donc il y a plus de 30% de leur salaire qui part dans leur logement. Et on sait de sources sûres qu'aux alentours de 2040, 45, ils auront fini de payer leur crédit et ils vont avoir 30% de plus à dépenser tous les mois. Sachant que les Chinois, c'est quand même un sixième de l'humanité. C'est un paquet de monde qui va avoir du pognon à dépenser. Donc commencer à investir petit à petit sur les ETF chinois. Mais vraiment petit à petit. Au début, peut-être 1% de notre portefeuille et le faire grossir avec le temps. C'est peut-être pas déconnant. C'est peut-être là où il y a le plus de pognon à prendre au long terme. Parce que j'imagine que le pognon qu'ils vont économiser en loyer, ils vont le consommer. Et s'ils le consomment pas, ils vont l'épargner. Et donc l'investir. Donc dans tous les cas, ça profitera au marché chinois. Et pourquoi est-ce que je dis investir un tout petit peu pour le moment? C'est parce que tout simplement... je vais virer ma deuxième courbe. C'est parce que tout simplement, la bourse chinoise, elle produit pas grand-chose, quoi. Là, vous avez l'équivalent du CAC 40 chinois, bah, ça produit pas de valeur. Donc, si vous investissez actuellement, vous gagnez pas d'argent, quoi. Donc, mais très probablement que du coup, d'ici 30 ans, ça sera extrêmement fructueux. Donc, ouais, j'espère que je vous ai donné un peu de data qui était intéressante pour vous, de voir les corrélations 10 ans US or, de voir les stocks d'or qui sont probablement cachés. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Et je suis curieux d'avoir votre avis sur tout ça en commentaire.